Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Du journal. La Guinée-Bissau a vécu une journée agitée ce mardi 1er février 2022. Un groupe de militaires non encore identifiés a attaqué le palais du gouvernement en plein conseil des ministres. Mamadou Kalisso sera dans ce journal pour plus de détails. Charles Wright réplique à la sortie des avocats de Dioma Group qui l'ont menacé de poursuites judiciaires pour le procureur près la cour d'appel de Conakry. Le comportement des avocats de Dioma est semblable à celui d'un avocat en désespoir de cause. Vous l'entendrez aussi dans ce journal. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bienvenue à tous. D'abord en bref et en images à la une de ce journal. Dans un décret lu à la télévision nationale ce mardi 1er février 2022, le président de la transition convoque la session inaugurale du Conseil national de la transition pour le samedi 5 février prochain. Selon l'acte présidentiel, cette session inaugurale prévue dans la salle du 2 octobre au Palais du Peuple sera exclusivement consacrée à l'installation des membres du Conseil et du bureau du CNT. Le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Kaloum, a transmis par voie hiérarchique au procureur spécial près la CRIEF des dossiers ministériels publics de l'État guinéen contre Dame Djenab Dramé et ex-ministre de l'enseignement technique et la formation professionnelle sous le régime déchu, et M. Lansana Chérif Haïdara, ex-directeur général de la LONAGUI. Ils sont tous deux poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics. On écoute Alphonse Charles White. Il a transmis également par la même voie, suivant lettre de transmission numéro 062/2022, en date du 21 janvier 2022, les dossiers ministère public et l'État guinéen contre les nommés Lansana Chérif Haïdara, ex-directeur général de la LONAGUI, et Djenab Dramé, ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Les faits présumés, la présomption d'innocence. Dès aujourd'hui, par la même voie, les dossiers relatifs au rapport indiqué dans la première communication seront aussi transmis au procureur spécial. Il s'ensuit que la procédure de saisine du procureur spécial est régulière et il est loisible à toute personne s'estimant lésée par cette démarche d'exercer les voies de recours appropriées par devant les juridictions compétentes aux fins de droit et non par la voie de presse. Quid? Une communication erronée et de détresse, voilà comment le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, réagit à la sortie médiatique du pool d'avocats du groupe Dioma. Charles Wright est formel devant la presse ce mardi. Il a expliqué qu'il a de la responsabilité du procureur général en sa qualité d'autorité chargée de l'action publique et par respect des principes édictés à l'article 1er du Code de procédure pénale d'informer et de veiller aux garanties des droits des parties dans les affaires cité au cours de la première communication faite le 21 janvier 2022. Mariama Foudé Kamara et Aliouba. Les avocats constitués par Dioma Group dans leur communication lundi auraient accusé le procureur général près la cour d'appel de Conakry de violation des articles 8, 16 et 19 de l'ordonnance numéro 7 portant création, organisation et fonctionnement de la CRIEF. Ils menacent même de poursuivre le procureur. La réaction de Charles Wright est sans équivoque. En ce qui me concerne en tant que procureur général, je ne peux pas accepter dans mon ressort qu'il y ait des informations erronées de nature à mélanger l'opinion sur l'essentiel. Ces sommes énormes viennent d'où? C'est ça la question. Que les avocats viennent discuter du fond. Mais vous savez, quand un avocat est en désespoir de cause, la mauvaise foi est la chose la mieux utilisée. Puisque les avocats du groupe Dioma l'accusent de violation de la présomption d'innocence, le procureur revient sur les prérogatives de son parquet. Le parquet général est régi par les principes gouvernant le ministère public. Rien n'interdit au procureur général
de porter à la connaissance du public les dénonciations portées à son attention. C'est clair. Ce qui est évident aujourd'hui, il ressort des pièces qui ont été communiquées au parquet général, qu'il y a des montants qui ont été déposés sous le compte des groupes Gyoma. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que ce sont des faits présumés de détournement. On peut opposer au ministère public l'obligation de confidentialité, mais je suis désolé. Charles Wright dit attendre la plainte annoncée par les avocats. Si les gens estiment que le procureur général que je suis a violé quelconque de ses obligations, ça me fait rire. Les voies de recours sont ouvertes et je suis prêt à répondre de manière conséquente et responsable. Il rassure le peuple de Guinée qu'il défendra ses intérêts légitimes par le respect des lois et des conventions internationales auxquelles ce pays a souscrit. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre, c'est tout comme une révolution dans les sociétés minières. C'est toujours des manifestations de revendication face à l'ampleur des événements. L'inspecteur général du travail s'est confié à une de nos équipes de reportage ce mardi. Selon Alia Kamara, ces différents débrayages au sein des sociétés sont dus au non-respect des textes de loi, tant du côté des employeurs que des employés. Il a également répondu aux accusations portées contre lui par les travailleurs de ces entreprises, le qualifiant de corrompu. Nos reporters André Mossier Milimono et Aboubakar Din Kamara l'ont rencontré. Suivez le reportage. Des séries de manifestations conduisant parfois jusqu'à des licenciements massifs, voilà ce à quoi nous assistons ces derniers temps dans certaines entreprises à travers le pays. À l'inspection générale du travail, Alia Kamara donne quelques explications sur ces réalités. Ces arrêts de travail sont souvent consécutifs au non-respect de la loi, à la violation de la loi, mais aussi à d'autres phénomènes que nous avons constatés ces derniers temps, à l'irruption dans le monde syndical du phénomène des collectifs, des travailleurs en lieu et place, des syndicats régulièrement élus. Le secteur le plus touché par ces séries de manifestations est le secteur minier. Selon l'inspecteur général du travail, la convention collective est la cause des débrayages au niveau de ces sociétés minières. La convention collective du secteur minier qui date de 14 juillet 1995 n'est plus adaptée aux réalités du moment. Ça fait que les employeurs, chacun donne le salaire qu'il veut. L'inspecteur général du travail est le plus souvent accusé par les travailleurs de ces entreprises d'être indifférents face à leurs problèmes. À ces accusations, Alia Kamara répond. Nous ne sommes ni pour Paul ni pour Pierre, nous sommes pour le respect de la loi. Monsieur l'inspecteur général du travail ne fera jamais l'unanimité. L'essentiel est que je sois en phase avec ma conscience et que je travaille conformément à la loi. Parlant des licenciements abusifs, notre interlocuteur dit être conscient des réalités dans les entreprises. Il précise qu'à la limite de ses moyens, il transfère les dossiers au tribunal du travail. Néanmoins, ses services mènent des actions pour limiter les mouvements de colère au sein des entreprises. Une équipe d'inspecteurs du travail est actuellement sur le terrain pour prévenir les conflits. Pour limiter les dégâts, Alia Kamara demande aux travailleurs de respecter les procédures de déclenchement de mouvements de grève dans les entreprises. Un groupe d'employés de l'entreprise UMS avait récemment dénoncé des arrestations et emprisonnements de la part de la société de logistique de transport. Pour l'entreprise, c'est une minorité qui a été mise à côté pour s'être précipitée dans l'application d'un protocole d'accord signé le 30 novembre 2021 à Bouquet entre UMS et le syndicat des travailleurs. Le protocole portait sur le paiement du 13e mois de salaire. Le dossier est aujourd'hui devant la justice et la société se dit prête à accepter ceux qui ne seront pas coupables des faits reprochés. Justin Leno et Aliouba. Une histoire d'argent entre UMS et ses employés allant jusqu'au licenciement d'une minorité. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre du directeur des ressources humaines. Vu qu'on a mis en marche les nouveaux trains du consortium, on a connu une réduction drastique de besoins de transport routier d'au moins 53%. Donc, malgré cette baisse, on a supporté les coûts pendant les 5 mois. Mais malheureusement, pendant la réunion, le collectif appuyé d'une foule agitée sur le site s'est totalement opposé contre cette information, ou même réclamé
plutôt de discuter du 13e mois. Pour UMS, les employés concernés n'ont pas été emprisonnés, mais licenciés pour s'être attaqués aux hauts responsables de l'entreprise. En effet, du 13e mois, il en était question à un moment donné. Mais on ne l'a pas mis en place. Pourquoi? Parce que dans le protocole d'accord qu'on a signé avec le syndicat et le collectif, il était question de créer, de mettre en place une commission qui va étudier et analyser les possibilités de mise en place de ce 13e mois qui n'a jamais existé chez nous. Le collectif, pratiquement, s'est insurgé contre cela et a demandé, a exigé à ce que le 13e mois, qui n'est même pas mis en place d'abord, soit payé sur place. UMS, à l'instar des autres sociétés, n'est pas capable d'emprisonner quelqu'un. On n'a pas ce droit. On ne l'a pas fait, on ne le fera jamais. La société s'est dit prête à réintégrer ceux qui seront reconnus non coupables avec toutes les garanties. S'il y a des personnes qui sont vraiment innocentes, je vais veiller à ce que ces droits-là soient respectés. Et même les gens qui seront rendus coupables de cela, la loi prévoit des dispositions pour pouvoir s'en séparer. Et je vous rassure qu'on va suivre la procédure nécessaire pour ne pas que nous soyons en mal avec les dispositions légales. À date, le dossier est devant la justice pour examen. À chaque accident de la circulation, les autorités profitent pour prendre des mesures pour limiter les dégâts, sauf que certaines de ces mesures ont déjà été prises auparavant, mais n'ont jamais été appliquées de façon professionnelle sur le terrain. C'est l'exemple de la disposition interdisant aux gros porteurs d'éviter certaines transversales jugées accidentogènes. Mais que se passe-t-il réellement? Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri Kamara nous donnent une réponse. Suivez. Dans la quête de la réalité, nous avons décidé de nous positionner quelque part sur la transversale Taneri-Koza. Sur ce axe, un panneau déconseille la montée et la descente des gros porteurs. Mais malgré ce panneau et la présence des policiers, une citerne a quand même pu passer. Mais la transversale Taneri-Koza est loin d'être l'unique exemple de se laisser aller. Ici, nous sommes sur la T5 Wanindara-Kobaya. Réputée être l'une des collines les plus dangereuses de Conakry, un camion l'emprunte tout de même et quelques minutes plus tard, un autre qui prend la descente. En cas de défaillance du système de freinage, le pire est à craindre. Pour cette journée, la T4 Anko 5 Sangoya est celle qui a battu tous les records. Ici, nous avons recensé en moins de 30 minutes plus de 8 camions qui descendent et qui montent, parfois en toute vitesse. Même les policiers qui sont à la pharmacie ici, on a tellement réagi, mais jusqu'à présent, ils ne comprennent pas quoi. Donc, il y a souvent des négociations qui se passent à la pharmacie là-bas. Et c'est comme ça, il y a quelques jours, qu'une camionnette a fait 3 morts à Anta. Et en avril 2018, un camion rempli de sable a brouillé 5 véhicules et un 6e qui l'a traîné jusqu'à la pharmacie de Sangoya, bilan 6 morts. Aujourd'hui, et avec les gros porteurs qui prennent les transversales, le même scénario risque de se répéter. Bon, c'est la faute des policiers. Chose à Sangoya ici, il y a des policiers qui se trouvent là-bas. Nko 5 aussi, il y a des policiers qui se trouvent là-bas aussi. Il ne doit pas laisser les camions descendre. Les gens aussi, les policiers qui se trouvent à Sangoya ici, il ne doit pas laisser les camions qui montent. Ça, c'est pas bon. Ici à Sangoya, nous avons demandé à un agent de la sécurité routière pourquoi laissez-vous les camions passer. Il me répond, je cite, « Cela nous dépasse, ce sont nos chefs au bureau qui demandent à ce qu'on les laisse passer. » Fin de citation. Une demi-mesure de la police qui fait que certaines règles peinent à être respectées. Une victime du Camboiro brise le silence. Aujourd'hui, âgé de 59 ans, Thierno Madou Diallo, puisqu'il s'agit de lui, n'en veut pas à Sékou Touré que certains associent à la fameuse prison. Pour se rescaper, l'ancien président a participé à l'organisation de la Guinée. Il sollicite plutôt un dédommagement pour lui permettre de vivre les derniers jours qui lui restent. Ali Badara, Kamara, Jibril Kabak Kamara. Il aurait pu être une énième victime tombée au Camboiro. Thierno Madou Diallo, qui a dû changer son nom en prison pour Maître Mandjou, a eu sa vie épargnée avec l'annonce de la mort de l'ancien président Sékou Touré. En tout cas, il restait 6 jours. Non, 4 jours. Notre exécution, Sékou Touré est mort. Donc, il y avait autre chose à faire maintenant.
Il avait 19 ans et venait de finir le lycée lorsqu'il a été arrêté à Boké le 14 mai 1981 vers la frontière sénégalaise, alors qu'il partait poursuivre ses études au pays de la Teranga. 7 jours après, il est envoyé au Camboro. J'ai terminé le lycée. Je devais partir pour une faculté sciences agro-géotechniques de Bofa que je n'ai pas aimé. Alors, je me suis dit, tiens, je vais partir pour le Sénégal pour me faire un bagage intellectuel pour sauver mes parents qui étaient extrêmement pauvres. J'avais pitié d'eux. Et c'est sur ce chemin-là que j'ai eu ce problème. Il passera 4 ans au Camboro sous la torture, mis à poil, ligoté, électrocuté sur ses parties intimes et ses orteils. D'ailleurs, il ne commande plus les orteils et ne peut non plus faire d'enfants. Ils ont branché le courant sur mes orteils et sur mon sexe et privation de nourriture pendant 5 jours. 41 ans après, il ne connaît toujours pas pourquoi il a été arrêté. Jusqu'à présent, moi, je me demande vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour être Boiro. Malgré tout, il n'en veut pas s'écouturer. Il demande juste un dédommagement. Moi, ce n'est pas le pardon là qui me concerne, c'est l'aide que moi je demande pour vivre. Et non qu'à me dédommager parce que je ne me reproche de rien. C'est pourquoi j'aimerais avoir la... Sékou Touré fut vraiment l'organisateur de ce pays. Aujourd'hui, ce rescapé du Camboro est malentendant et se déplace grâce à une canne. Il passe ses journées avec sa petite radio entre Conakry et Fria avec l'aide des bonnes volontés. Voilà, c'est un reportage signé Alcini Bari et Djibril Kabakamara. La logique voudrait que les élèves soient en sécurité dans les foyers coraniques et les écoles françaises, mais les prédateurs sexuels ou des bandes organisées réussissent le plus souvent à piéger leur proie aux grandes dames des parents et certains encadreurs. Comment minimiser la recrudescence des viols en milieu scolaire? Quel devrait être le comportement des filles ou fillettes, souvent cibles de leurs bourreaux? Mamadou Saguevaldé et Abdoulaye Kamara se sont intéressés au sujet. Regardez. Les parents, encadreurs ou victimes de viol ont le cœur crevé après un abus sexuel. Que l'enfant subit ce qu'on appelle le viol, c'est extrêmement dangereux. On marche par la tête comme ça. Là. En dehors de la salle de classe ou du bureau des enseignants ou du logement des enseignants, il y a très peu de possibilités qu'il y ait viol. Violer une fille, violer un enfant, c'est voler toute sa vie en fait. Mais comment reconnaître les prédateurs sexuels pour sauver les personnes vulnérables? Le fait de retenir une jeune fille en classe alors que tout le monde est parti. Le fait de l'envoyer à domicile pour faire ceci ou cela, soi-disant des travaux. Ce sont des pratiques qui annoncent un prédateur sexuel. Il faut le surveiller et le dissuader très rapidement. Il y a viol quand il y a des endroits obscurs ou à l'abri de tout regard. Il y a surtout des proches qui profitent des liens de parenté qu'il faut savoir détecter et s'en débarrasser. Que ce soit un frère ou un cousin, que ce soit quelqu'un qui est apparenté, qui vient souvent à la maison au moment où tout le monde est parti. Chassez-le de chez vous. Parce que c'est quelqu'un qui veut rester dans une situation d'intimité avec des personnes fragiles, faibles, sur lesquelles il va se jeter à la moindre occasion. Au-delà de la formation, les parents n'ont qu'un souci pour leurs enfants, la sécurité. Avant la formation, avant l'éducation, c'est d'abord la sécurité de l'enfant. Ne pas que l'enfant se blesse. Ne pas que l'enfant soit injurié, violenté, sous toutes les formes. Au niveau de l'élémentaire, les parents doivent avoir un œil sur leurs enfants en dehors des heures de cours. Mais les filles majeures, elles, doivent se concentrer sur un but précis. Et votre avenir, c'est à l'école. Oubliez ce qu'ils vous disent. Ils vont peut-être vous dire qu'ils vous aiment et tout, mais après, ils vont gâcher votre vie et vous laisser comme ça.
Le président bissau-guinéen a échappé de belle à une tentative de putsch ce mardi. Des assaillants lourdement armés ont attaqué le palais où se tenait le Conseil des ministres. Après plus de 5 heures de combat qui ont fait des morts, les loyalistes ont pris le dessus. Dans la soirée, Umaru Ambalo Sissoko, dans une brève allocution, a accusé les barons de la drogue d'être derrière ce coup. Mamadou Kalisso. Le virus des colonels qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest a failli emporter le président bissau-guinéen. Mais Umaru Sissoko Embalo a refusé d'être emballé ce mardi après-midi. Sa garde rapprochée a opposé une résistance farouche au groupe d'assaillants qui a attaqué le palais présidentiel en plein conseil des ministres. Les combats ont fait plusieurs morts selon de nombreuses sources. Des interpellations auraient eu lieu. Et dans la soirée, Sissoko Embalo a fait une brève déclaration pour rassurer ses compatriotes. Lors de l'avant-première du Conseil des ministres, je n'aurais jamais pu imaginer que le président de la République, le commandant suprême des forces armées, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement soient surpris par des tirs d'artillerie lourde, de mitrailleuses et d'AK-47. La fusillade a duré 5 heures afin de secourir le commandant suprême. Dès son élection fin 2019, il s'est engagé à lutter contre le trafic de drogue qui gangrène le pays depuis des décennies. Il a pris pour mentor le président philippin Rodrigo Duterte, connu pour son intransigeance contre les trafiquants et consommateurs de drogue. Embalo a aussi promis de faire la guerre aux corrompus et corrupteurs, en commençant par lui-même. Quand le chef est réglo, la société suit, selon ses propres termes. Son engagement contre les narcotrafiquants et la corruption serait donc à l'origine de cette tentative de coup d'État. Un accord de partage des futures recettes pétrolières et gazières dans les eaux communes bissau-guinéennes et sénégalaises a été signé récemment par Macky Sall et Umaru Sissoko Embalo. Un acte très décrié par les Bissagais, d'autant plus que ni le Premier ministre ni le Parlement bissau-guinéen n'en auraient été informés. Nous ne comprenons pas comment notre président peut entourer les ressources de notre pays de tant de mystères, s'insurge Armando Lona, le rédacteur en chef du journal O Democrata, qui a dévoilé l'affaire. Ses confrères dénoncent également le partage inéquitable des recettes. 70% pour le Sénégal et 30% pour la Guinée-Bissau. À cela s'ajoute une crise politique aiguë entre le parti présidentiel et le PAIGC, dont est issu le Premier ministre. Voilà qui met fin à cette édition d'information réalisée par Rosaline Goto Monemou. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.